Bonjour, merci d'être ici pour le premier webinaire de C4 Communication. C'est un sujet qui est très courant dans notre quotidien, offre publicitaire et contenu engageant pour OBNL avec la presse. J'ai deux invités avec moi aujourd'hui. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, mon nom est Julie Bourbonnière, je suis présidente de C4 Communication. Et je vais être accompagnée aujourd'hui d'Olivier Boudreau, qui est conseiller aux ventes publicitaires nationales à la presse, ainsi que Sarah Boucher, qui est stratège de contenu. Nos invités vont nous parler de la presse, évidemment, mais aussi de ce qui est particulier dans leur offre pour les OBNL et vont nous donner quelques petits conseils pour vous assurer que vos campagnes avec l'écosystème de la presse soit payante pour vous en termes de visibilité puis de notoriété. Donc, avant de commencer, on a muté tous vos micros, bien entendu. Vous n'êtes pas obligé de fermer vos caméras. C'est toujours le fun pour moi de voir les gens à qui on parle. J'aime beaucoup mieux ce format-là, réunion, que webinaire. Et donc, à la fin, on va avoir une période de questions. Donc, tout au cours du webinaire, vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Puis, je vais les prendre à la fin, les résumer s'il y en a des similaires, puis les poser à nos invités pour m'assurer que vous ayez réponse à toutes vos questions. Puis, si on n'arrive pas dans le temps, parce qu'on a 60 minutes, on va tenter d'y répondre par la suite, par courriel, puisque on a vos noms et on a tous vos courriels pour l'inscription. Donc, le programme aujourd'hui, Olivier va nous parler un peu de l'histoire de la presse, un peu d'éléments techniques sur les différents écosystèmes, c'est quoi la presse en 2025, puis les avantages pour les OBNL, puis pourquoi ils ont développé tout ça également. Et après, Sarah va nous parler de contenu de marque, de contenu engageant, nous donner des petits conseils aussi pour réussir vos campagnes. En lien avec vos objectifs. Puis ensuite, on va faire la période de questions dans le dernier 15 minutes. Donc, on va commencer avec Olivier. Comment ça va, Olivier, à la presse? Bonjour tout le monde. Ça va bien, hein? C'est des bonnes nouvelles. Pour faire une petite histoire, la presse, cette année, c'est quand même les 140 ans. Hein? C'est une entreprise qui est née en 1884. Puis les dernières années, à la presse, il y a eu beaucoup de changements. Puis le premier changement qu'on a eu, c'est en 2013 où on a décidé d'investir dans une nouvelle application qui s'appelle la Presse Plus. Et puis, on a eu un autre changement très important en 2018 où on a décidé de devenir une OBNL, donc plus de propriétaire. On a été obligé de développer aussi un aspect philanthropique pour pouvoir générer des revenus. Donc, ça a été un très gros changement pour l'entreprise. Puis quand on parle de philanthropie, c'est important de le mentionner. La presse, juste pour vous donner une idée, l'année passée, c'est au-dessus de 9 millions de dollars qui a été généré en termes de dons. Puis quand on se fait souvent poser la question, c'est-tu beaucoup de donneurs ou de donateurs? On parle l'année passée seulement de 62 000 donateurs. Donc oui, ça va bien. On travaille très très fort, mais c'est très positif là pour l'entreprise pour les prochaines années. Je suis curieuse en termes de philanthropie. Est-ce que ça atteint les objectifs que la direction de l'organisation s'était fixés? Ouais. Au début, l'entreprise, elle voulait générer la première année 1 million de dons. Puis on a été capable d'aller en chercher 3 fois plus. Donc les objectifs ont été plus que dépassés. Les gens adorent le produit, comprennent la mission de l'entreprise, donc ont décidé vraiment de s'embarquer. Puis quand on dit, mais pourquoi les gens s'embarquent comme ça? La presse, c'est 200 journalistes. C'est 200 journalistes qui sont là chaque jour. Puis souvent, on dit, est-ce que c'est beaucoup de contenu? Oui, c'est 150 contenus qui est publié à tous les jours. Donc, c'est quand même important. Puis, n'oubliez pas, la mission, elle est très, très claire à la presse, d'offrir un contenu gratuit, accessible à tous. Donc, c'est pour ça que les gens ont vraiment une volonté de faire partie de cette mission-là. Absolument. Puis, Olivier, on a jasé en préparation de ce webinaire-là. J'aimerais ça que tu expliques aux gens qui sont ici comment est-ce que la presse réussit à parler aux Québécois puis aux Québécoises. Puis, on va montrer peut-être des petites slides pour illustrer un peu la portée du message, du contenu avec la presse.
Tout à fait. En fait, la presse, présentement, depuis qu'on est rendu numérique, comme je disais tout à l'heure, on a eu un gros changement en 2018 avec l'arrêt de l'imprimé, puis on est devenu 100% numérique. Donc, ce qui est le fun à ce moment-là, c'est qu'on est devenu avec une portée vraiment nationale, vraiment au niveau du Québec. Donc, pour vous donner une petite anecdote, en 1971, la presse, elle a imprimé 220 000 copies. Okay? C'est le record de la presse en 1971. Mais juste pour vous donner une idée, en 2025, aujourd'hui, on ouvre, donc ça veut dire des ouvertures de la presse plus, 250 000 appareils à tous les jours. Wow. En 1971, je savais que j'avais 220 000 copies, je savais pas s'ils étaient vraiment consommés. Est-ce qu'on avait consulté la section des sports? Est-ce qu'on avait consulté la section des affaires? Est-ce qu'on avait vu notre publicité? Aucune idée. Aujourd'hui, je suis capable de savoir le nombre d'ouvertures. Je suis capable de savoir le temps passé sur les articles. Je suis capable de savoir est-ce que les lecteurs ont interagi avec mes pubs? Est-ce qu'ils ont cliqué sur le site web? Donc, toute cette info-là, elle est disponible. Donc, c'est quand même incroyable de passer de 220 000 copies sans information à aujourd'hui, avec un média qui performe à 250 000 ouvertures en ayant autant d'informations. Donc, pour dire, c'est que maintenant, ce qui est super positif, c'est qu'on est devenu un média d'envergure. On parle d'au-dessus de 64% de portée au Québec. On parle de 4 millions de lecteurs par mois. Donc, c'est énorme. Souvent, on se fait dire, la presse, on n'est plus un média montréalais. Maintenant, on est un média où la répartition va être semblable à celle de la population. Donc, à Montréal, on est autour de 30%. On va avoir un lectorat qui va avoir une proportion de 30%. Puis, ça va être comme ça pour toutes les régions du Québec. Donc, ça nous permet de faire des annonces pour des annonceurs un peu plus en région, vraiment plus ciblés. Puis, on pourra en parler un petit peu plus tard. Mais là, ça, c'est une ouverture pour nous qui est hyper intéressante. Puis, ça permet aussi aux annonceurs de pouvoir aller dans ces endroits-là. Oui, absolument. Puis ça, c'est un élément super important quand on va créer du contenu plus personnalisé. Avec le départ de beaucoup d'hebdos locaux, la presse avec ses éléments de géolocalisation puis de ciblage devient vraiment un outil maintenant très intéressant pour les régions, pour se faire voir, pour les annonceurs. Tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est pour le côté de la géoloc. Puis il y a un point que je voulais mentionner tantôt quand on parlait de la crédibilité. C'est super intéressant. La presse, lors d'un sondage sur les marques canadiennes, est sortie la deuxième marque de confiance au Canada après la Croix-Rouge canadienne. Donc, c'est pas rien. Fait que c'est pour ça, juste pour dire tout l'environnement, ce changement d'organisation-là, comment il a été vraiment bénéfique pour l'organisation, là. Toi, ça fait longtemps que tu es à la presse, hein, quand même? Moi, ça fait 12 ans. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Ça fait 12 ans que je suis à la presse. Puis j'ai participé à ce changement-là dans l'organisation, là. C'est vraiment intéressant de voir comment un média si important, qui a quand même tellement de notoriété, qui a réussi à se transformer, à se réinventer pour continuer à avoir du succès, puis apporter de la valeur à ses annonceurs, ses créateurs de contenu. C'est vraiment très, très le fun de voir tout ça. Si on revient un peu plus à du contenu, hein, peut-être qu'on peut aller du contenu du côté de Sarah pour voir un peu plus qu'est-ce qu'on fait avec le contenu chez la presse pour engager nos lecteurs. Puis peut-être on reviendra aussi aux différents points de contact avec l'écosystème. Hein, Tout à fait. On a plusieurs éléments dans la presse qui sont là. Olivier, veux-tu nous parler oui, de ça? Oui, rapidement, on peut parler de l'écosystème. En fait, il y a 3 produits principaux, ok, à la presse. On a l'application La Presse Plus, ok. La Presse Plus, c'est un média très engageant. Comme je disais tantôt, on ouvre autour de 250 000 tablettes uniques à tous les jours. Ensuite, on a l'application mobile, où on va aller chercher autour de 330 000 appareils uniques tous les jours. C'est un média en forte croissance, l'application mobile présentement à la presse. C'est un média un peu plus de fréquence. Donc, on va aller chercher entre 3 et 4 sessions par jour par utilisateur. Ensuite, on a la presse.ca. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les 3-4 sessions? Ça veut dire que l'utilisateur, c'est une bonne question. L'utilisateur peut aller 3-4 fois à l'intérieur même de l'application. Donc, le matin, on se lève, je vais voir si j'ai des nouvelles. Je m'en vais au bureau, je vais consulter mon application. Je m'en vais luncher, je vais regarder mon application. Puis, avant le dodo, c'est sûr que je regarde pour être sûr de savoir si les Canadiens ont gagné ou si Mark Carney a gagné les élections ou si j'ai être sûr de rien manquer. Donc, c'est ça une session.
C'est ce qu'on peut comparer un peu au nombre de personnes qui lisaient la même copie de journal auparavant, qui traînaient Exact. chez le barbier, chez Exact. Dunkin' Donuts. La seule différence dans ce temps-là, c'est que c'était des sondages. Donc, dans le temps, pour vous donner une ordre de grandeur, on pouvait aller chercher 10 lecteurs par copie. Parce que les gens disaient, oui, j'ai lu la presse, oui, je l'ai consulté, oui, je l'ai lu. Mais aujourd'hui, c'est plus des sondages. Et je le sais exactement en temps réel combien il y a de gens qui sont dans l'application maintenant, à ce moment précis. Donc voilà. Puis, la dernière plateforme, c'est la presse.ca. La presse.ca, c'est un outil, c'était une des premières qui a été lancée. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Hyperpresse. Oui, c'est ça. Donc, c'est un média qui est là depuis longtemps, puis qui a une portée là, assez exceptionnelle. On parle de 570 000 appareils à tous les jours. Donc, c'est un média beaucoup plus de portée. Donc, on est capable d'aller chercher beaucoup plus de monde. Donc, c'est à peu près l'écosystème là, de la presse présentement, ouais. Fait que quand on pense, nous, d'un point de vue relation média, là, quand on pense de la couverture qu'on obtient avec, mettons, un article, c'est pas juste un article sur la Presse Plus, c'est un article La Presse Plus, c'est un article La Presse Mobile, c'est un article La Presse.ca. Donc, c'est des points de contact différents avec les différents publics cibles qu'on souhaite rejoindre. Donc, c'est très important, là, en termes de portée. Ouais. Ça, c'est un bon point parce que on se fait beaucoup poser la question, est-ce que les lecteurs, ils consultent les 3 plateformes? C'est ce qu'on appelle le taux de duplication. Non. Le taux de duplication entre les 3 plateformes, il va être autour de 2%. Donc, les gens ne consulteront pas les 3 plateformes. Par contre, quand on isole la presse.ca avec la presse mobile ou la presse plus avec la presse.ca, mais là, on va aller chercher un taux de duplication un petit peu plus élevé, entre 10 et 20%. Mais ça reste très, très bas. Donc, ça veut dire que chaque plateforme a vraiment son lecteur. Donc, c'est ça qui est intéressant pour les annonceurs quand on s'en va en écosystème ou quand il y a un article qui va paraître, d'avoir un article qui est écosystème. Comme ça, on est sûr d'avoir une portée maximale. Ah oui. Moi, je suis une de ces lectrices qui utilisent les 3 plateformes. Je vais lire la Presse Plus le matin. Évidemment, j'ai l'application sur mon téléphone. À chaque fois qu'il y a une alerte importante, c'est sûr, les notifications arrivent. Je vais voir, mais il arrive souvent aussi que on va aller consulter des articles sur lapresse.ca pour faire notre revue de presse auprès des clients, pour partager des liens également. Bien que ça se fasse de la Presse Plus, c'est pas la même affaire que si tu partages le lien direct dans lapresse.ca. Donc, bon, c'est sûr, moi, j'ai un gros parti pris pour la presse, mais je pense que c'est important pour nos clients et puis des clients potentiels également de comprendre c'est quoi la presse dans son écosystème. Peux-tu nous parler un peu tu nous as parlé ici de la duplication des données, là, Ouais. c'est important, mais peut-être le contenu rédactionnel versus le contenu promotionnel? Ouais. En fait, les lecteurs, on parle de 1,1 million d'appareils uniques à tous les jours, dans tout l'écosystème, OK? Donc, pour un annonceur, comment on fait pour aller parler à ces lecteurs-là, qui sont bien éduqués, qui travaillent, qui sont actifs? Donc, comment on fait? Il y a 3 façons d'aller les chercher. La première, c'est dans le contexte, OK? On publie à tous les jours des sections, que ce soit actualité, affaires, sport. Tous les jours, on publie, comme je disais tantôt, 150 contenus qui est publié à tous les jours. Puis à toutes les semaines, on a les sections hebdomadaires, que ce soit maison, que ce soit gourmand, OK? Donc, on a du contenu comme ça qui est publié à tous les jours par la salle de rédaction. Ensuite, une fois par mois, on a ce qu'on appelle du contenu promotionnel, un peu notre contenu magazine, si on veut. Donc là, on va aller chercher des thèmes très spécifiques, comme la famille, comme la consommation. On a même une offre circulaire qui est disponible maintenant qu'on appelle vos offres. Donc, tout ce contenu-là qui est créé sur mesure pour voir les lecteurs. Donc, les annonceurs peuvent s'intégrer à l'intérieur de ces environnements-là. Le deuxième point, c'est avec les audiences. Puis ça, c'est le fun. Parce que les audiences, depuis qu'on est un média 100% numérique, ça nous permet vraiment de faire des campagnes un petit peu plus granulaires, d'aller chercher un petit peu plus d'efficacité. De quelle façon? On peut aller d'une façon géographique. On le voit, là, les élections viennent de se terminer. Plusieurs députés faisaient affaire avec nous dans des régions très spécifiques. Donc, on a 2 façons de rejoindre les gens. On a avec la ville, le nom de ville, ou avec les codes postaux. Donc, ça fait des campagnes hyper ciblées. La deuxième façon, ça va être avec la démographie. Avant, on n'avait pas cette information-là. Maintenant,
70% de notre impression, donc de notre circulation à la presse est générée par les logins. OK? Qu'est-ce que c'est un login? C'est quand on s'inscrit sur la presse.ca, la presse mobile, peu importe, puis qu'on partage nos données. Les gens ont tellement confiance en la presse, avec raison, qu'ils nous partagent leurs données. Donc, ça nous permet de faire des campagnes très, très ciblées. Je veux des hommes. Je veux des femmes. Je veux aller rejoindre des jeunes 18-34. Donc, on est capable de faire vraiment de la démographie. Puis le dernier point, c'est en intérêt. Tantôt, je parlais, on a une mission, nous, philanthropique à la presse. On a bâti des intérêts sur la philanthropie. On a bâti des intérêts sur la famille, la santé, les finances, le sport. Donc, on a différentes façons d'aller rejoindre le lecteur. Puis la troisième façon, puis je pense que tantôt, quand tu parlais de la question avec Sarah, puis ça va être intéressant de l'entendre, c'est sur ce qu'on appelle le contenu de marque. Ça, c'est un produit exceptionnel. C'est la troisième façon qu'on va pouvoir, qui demande une stratégie un peu différente que celle de publicité, mais c'est vraiment une façon d'aller rejoindre le lecteur de la presse d'une façon très efficace. Ouais. Les contenus de marque, c'est un peu ce qu'on appelait avant les publi-reportages. Hein? Donc, pas si vite, pas si vite. On va y venir dans quelques instants. Ben oui, absolument. Puis Sarah, j'aimerais que tu me parles un peu de comment tu es arrivée à la presse, tu sais, de ton expérience, parce que tu es quand même une petite nouvelle à la presse comparée à Olivier qui est là depuis un certain temps, mais tu as un bon bagage, autant au sein d'entreprise que maintenant à la presse. Donc, tu as vécu de l'intérieur. Oui. Puis, je voulais vraiment prendre le temps d'en parler avant de sauter dans le contenu de marque parce que je pense que c'est important. Avant d'arriver à la presse, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des organisations de différentes grandeurs. Dans le milieu de la recherche, dans le milieu de l'agroalimentaire, des appellations réservées, des organisations qui avaient toutes un enjeu de notoriété, mais aussi qui avaient besoin d'être comprises du public, mais qui avaient besoin d'un engagement de différentes parties prenantes pour connaître du succès. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'enjeux et tout ça, puis je pense qu'à l'époque, j'envisageais pas la puissance du contenu de marque, comment ça aurait pu être utile dans ma stratégie, tu sais. Une chose est sûre, c'est que je savais, dans mon rôle en communication, que j'avais plein d'histoires à raconter, que j'avais une autorité dans un marché précis, une expertise à partager. Sauf que j'avais quand même aussi un contexte où j'étais souvent seule dans mon équipe. Je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui pourront comprendre cette réalité-là. Je devais produire une infolettre, un carrousel pour Instagram, pour LinkedIn, organiser des communiqués de presse, des événements, tout ça. Et en plus, si je devais penser à faire du contenu de marque, je pense que j'envisageais même pas d'intégrer cet outil-là dans ma boîte à outils, mais pourtant, aujourd'hui, avec du recul, je suis depuis 2 ans à la presse, j'ai travaillé sur au-dessus de 1000 contenus de marque, j'ai accompagné des clients dans leur stratégie de contenu, sur comment s'intégrer dans la presse. Et là, je comprends aujourd'hui à quel point ça peut être un outil redoutable. Donc, mais qu'est-ce que c'est du contenu de marque, hein, Julie? C'est la définition. Oui. Elle peut varier d'une personne à l'autre. Tout à fait. Puis quand on est en OBNL, hein, que ce soit un organisme communautaire ou une fondation, on porte beaucoup de chapeaux. Exact. On a beaucoup de fonctions. C'est pas toujours évident. Le temps est un enjeu pour nous quotidien. Exact. Il faut partager notre temps entre vouloir livrer la mission de l'organisation, se faire connaître, ramasser des fonds. Comment est-ce que la presse réussit vraiment à offrir des contenus qui marchent pour les OBNL? Veux-tu nous parler de ça un peu plus? On pourrait aussi peut-être on peut démontrer quelques petits contenus. Ça, c'est l'aspect atelier. Je vais partager. On pourrait montrer la prochaine salle. Le contenu de marque, avant d'aller plus loin, il y a certaines personnes qui, pour elles, le contenu de marque, c'est l'ensemble des contenus que produit une organisation. Donc, c'est tout ce que vous faites en termes de posts Instagram, de campagnes d'affichage sauvage, de dépliants, de témoignages sur votre site web. Vous passez beaucoup de temps à travailler sur ces contenus-là. Mais pour nous, à la presse, on choisit plutôt de voir le contenu de marque comme le contenu qu'on fait en collaboration avec un média. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis une organisation et je profite d'un média comme la presse, comme Urbania, comme Radio-Canada, pour aller m'insérer dans ce média-là et faire un contenu qui va imiter le ton de ce qu'on retrouve dans ce média-là. Donc, pour nous, c'est ça le contenu de marque.
Donc, à la presse, si vous êtes des lecteurs, vous consommez peut-être les articles des journalistes de la presse, des articles plutôt longs, entre 600 à 700 mots. Et puis, c'est ça qu'on vise à faire en tant qu'organisation. Donc, c'est pour ça, nous, le contenu de marque. Puis, pourquoi c'est intéressant, puis c'est un outil aussi redoutable? Mais c'est parce que je sais pas si c'est quand la dernière fois que vous avez été touché émotionnellement par une bannière publicitaire. Je sais pas autour de la table. Moi, je m'en rappelle pas trop parce que c'est dur en 100 mots, c'est efficace pour pousser un appel à l'action précis, mais quand on veut communiquer une émotion, raconter une histoire, ben on a besoin d'un peu plus de temps puis d'espace. Puis c'est là où le contenu de marque devient intéressant, surtout dans un contexte où on doit générer des dons. Éduquer le lecteur. On a besoin de ce temps-là avec le lecteur pour créer une connexion émotionnelle. Puis c'est là toute la force du contenu de marque. Donc, ce que tu nous dis, c'est que le contenu de marque, c'est comme à la limite entre le triangle du paid, owned and earned. Exact. C'est entre ton paid and ton owned, qui est ton contenu organique que tu crées. C'est ça que tu essaies de nous dire? La question qui suit, c'est est-ce que c'est la même chose qu'un publi-reportage? Ça, on fait beaucoup face à cette idée-là. Mais nous, on décide de le voir autrement parce qu'un publi-reportage, je sais pas si vous vous rappelez, on feuilletait le magazine à l'époque, puis on trouvait peut-être un publi-reportage d'un médicament où là, le visuel de la page, on sentait que c'était peut-être promotionnel. En contenu de marque, c'est tout à fait le contraire. On vient s'insérer dans un environnement. Le lecteur vient lire la presse pendant plusieurs longues minutes à chaque jour. Donc, on gagne à s'intégrer organiquement, à avoir l'air comme si nous aussi, on sortait de la salle de nouvelles. Donc, le contenu de marque, c'est un peu plus, on adopte le ton du média dans lequel on annonce. C'est ça, ligne générale, pour la presse puis pour l'ensemble des médias. Puis, ce contenu de marque-là, qui le rédige généralement? Est-ce que c'est les clients ou c'est vous à la presse? Nous, on a une équipe de rédacteurs promotionnels. Donc, c'est vraiment, il y a une ligne extrêmement opaque entre la salle de rédaction puis ce qu'on fait du côté des ventes. Donc, on travaille avec des rédacteurs qui sont habitués à rédiger avec ce ton-là informatif, mais bien entendu, en s'assurant de rencontrer des objectifs d'affaires ou de communication que le client peut avoir. Donc, il y a toute une façon. Puis après, moi, mon rôle, je suis là pour accompagner la réflexion sur la stratégie de contenu en début de projet pour s'assurer qu'on trouve le bon angle pour aller vraiment raconter l'histoire qui va le plus toucher le lecteur puis lui créer un impact durable, en fait, chez lui. Ouais. T'as dit un mot là, qui a attiré mon attention, objectif. Quotidiennement, on parle avec nos clients ou avec des clients potentiels, puis on se rend compte que les gens confondent objectif et moyen. T'sais, quand on décide de créer une campagne, puis d'utiliser la presse, qu'on a un objectif de communication en tête très précis, informer, convertir, demander aux gens de faire un don. C'est quoi les différents objectifs que vous souhaitez que les OBNL et puis les clients qui vont venir à la presse puissent atteindre avec les différents produits? Est-ce qu'on parle de notoriété, visibilité? Tu sais, c'est dans quel sens un peu plus? Ben souvent, je vous dirais que le contenu de marque, c'est un outil qui est surtout utile pour aller chercher de la notoriété. Comme on raconte une histoire plus large, le but, c'est vraiment que le lecteur reste avec nous le plus longtemps possible. On dit souvent aux clients, il faut que le contenu de marque soit informatif, utile, pertinent. Donc, généralement, c'est un outil vraiment redoutable pour augmenter, être connu, se faire connaître, expliquer c'est quoi sa mission, montrer qui est derrière, montrer l'impact de sa mission pour créer ce lien-là. Puis après, mais il y a d'autres solutions dans l'écosystème de la presse où là, on peut aller cibler si jamais il y a un besoin plus précis d'aller générer des dons pour une campagne précise. Mais c'est certain que par contre, pour la visibilité, on a vu des chiffres assez impressionnants tout à l'heure avec Olivier sur la portée de la presse. Ouais. Mais je pense que ça peut aussi, un contenu de marque, avoir un impact sur des dons. Mais il faut toujours garder en tête que l'objectif, c'est d'abord d'informer, de raconter, puis d'utiliser le contenu pour ça, pour pas que ça soit trop promotionnel. Parce que là, c'est là où le lecteur peut le sentir, qu'on essaie de lui forcer quelque chose, puis ça peut nuire à son engagement là, dans le contenu. Non, absolument. Puis on va voir un peu plus loin des cas, des études de cas, dont un qui est l'un de nos clients, la Fondation Jacques de Champlain, avec qui on a eu vraiment des bons résultats.
Mais un autre défi auquel on fait face souvent, c'est en termes de budget publicitaire ou, Ouais. tu sais, souvent les clients, ils vont penser que juste la presse ou juste une campagne va leur permettre d'atteindre des objectifs. Puis, il faut voir ça sur un continuum un peu plus important de temps. Pour être capable de penser en termes de notoriété, l'impact, tu sais, c'est pas une shot, une fois qui va faire que toute ta destinée, la mission de ton organisation va changer. Exact. Ça reste un outil dans une boîte à outils Exactement, d'une ouais. stratégie globale qui demeure super importante. Mais par contre, pour aller chercher parler à des personnes à qui on n'aurait pas pu parler autrement, le contenu de marque, j'ai tendance à dire, surtout dans la presse, mais là, c'est là où je suis un peu biaisée, est vraiment est super intéressant comme ajout. Parmi les différentes slides qu'on pourrait montrer, là, ici, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'on voit? Je peux zoomer, là, En fait, ici, on c'est peut des peut-être passer, exemples où tu veux. à la slide, pas la prochaine, l'autre après. Je pense qu'on pourrait partager certaines bonnes pratiques. Oui. Parce que on peut faire du contenu de marque de différentes façons. Puis à la presse, on en fait au-dessus de 1500 des contenus, l'équipe promotionnelle à chaque année. Autour de 1000 avec des annonceurs. Et puis, il y a plein de façons de communiquer sur une foule de sujets. Mais on est quand même capable, à force d'en faire autant, d'analyser la performance de ce qu'on fait, de retirer certaines bonnes pratiques qui font généralement le succès des pièces qu'on fait. Oui. Il y a des recettes, Il y a des entre recettes. guillemets. Il y a là. puis vous allez voir, c'est rien de révolutionnaire, mais des fois, dans le feu de l'action, on peut avoir tendance à oublier ces bonnes pratiques-là. Puis nous, ben, c'est notre rôle de les rappeler en début de projet. Mais une de ces bonnes pratiques-là, je vous dirais que c'est mettre l'humain de l'avant. Et ça, Ouais, ça fait du sens. Puis vous allez me dire que c'est quelque chose que vous faites déjà probablement très naturellement. Depuis très longtemps. Exact. Le human. Le human. Mais nous, on le voit, la prochaine slide le montre bien, quand il y a un humain au premier niveau, on ouvre un contenu dans la presse plus, mais je dis ouvre. On consulte le contenu et on tombe sur un contenu commandité au travers du contenu de la salle journalistique, la salle de nouvelles, pardon. Et là, quand on voit un visage au premier niveau, mais la proportion des tablettes qui va rester avec nous plus longtemps dans le contenu est 30% plus grande. Donc, ça fait vraiment une différence. On le voit ici, un exemple qu'on a fait avec la Fondation du refuge pour femmes chez Doris. Mais on est allé raconter l'histoire d'une bénéficiaire, accompagnée de photos originales, accompagnée d'un texte où on partageait son témoignage, son histoire. On imite vraiment le style, on se dit souvent, ben, si un journaliste de la presse devait parler de ce sujet-là, comment il l'approcherait. Bien entendu, on est dans un contexte promotionnel, donc on va vraiment adapter notre approche à vos objectifs, à vos messages clés, mais au final, il faut que le lecteur apprenne quelque chose puis soit touché. Moi, ça m'arrive souvent d'être touchée par le contenu qui est fait dans la salle de nouvelles, puis c'est ce qu'on essaie de recréer vraiment ici. Puis les photos, un petit aparté, là, ça n'a pas besoin d'être extrêmement léché. Ça peut être du matériel téléphone cellulaire. On n'est pas obligé d'organiser des grandes séances photos à plusieurs milliers de dollars. On peut s'arranger avec des choses qui sont super accessibles, qui au final vont quand même communiquer Oui, que une vous allez émotion. retravailler, qui avec Exact. le texte va venir Tout avoir à plus fait. un impact, là. Puis autre exemple, rapidement, avec Mère avec pouvoir, on est allé raconter l'histoire de l'origine, comment la fondation a été créée. C'était une histoire qui était très personnelle, avec toujours de la photo. Ici, on a une combinaison de photos stock, de photos originales, mais donc voilà, un autre exemple qui montre comment on est capable de travailler avec des organismes de différentes ampleurs. Un autre bonne pratique, et ça, je l'apprécie vraiment parce que je pense que une chose à retenir, c'est que c'est difficile d'avoir de l'impact si on n'est pas nécessairement concret. Des fois, puis je le vois beaucoup au quotidien en travaillant sur plusieurs briefs clients, on veut beaucoup dire de choses. Puis c'est normal, c'est des placements qui coûtent extrêmement, Ben oui. qui sont quand même C'est onéreux. des sommes C'est des importantes. projets, exactement. Puis c'est des projets d'une grande ampleur pour une organisation. On veut profiter de ce rayonnement-là pour dire beaucoup de choses. Mais plus on en dit, plus on dilue cet impact-là. Parce que le lecteur, lui, qu'est-ce qu'il va retirer de tout ça? Fait que généralement, de se limiter à 2, 3 messages clés qu'on veut que le lecteur retienne, c'est la clé. Donc, c'est ça que nous, on appelle communément le principe de la loupe. Avec UNICEF ici, ben, UNICEF a une portée tellement vaste à travers le monde, son action est incroyable. Donc là, on a vraiment orienté le projet pour se concentrer. Vous voyez, on a fait 3 projets en particulier au lieu de parler de l'ensemble de l'action, là, puis que ça soit peut-être plus abstrait pour le lecteur.
Le principe de la loupe, c'est un peu la pyramide inversée aussi. On part du plus large jusqu'au plus précis, qui est l'approche journalistique je fais souvent classique ça et dans mes appels de communication. Oui, nous, je veux dire, c'est régulier. Les clients, ils veulent dire trop de choses. Puis c'est normal, hein. Ils sont dans leur organisation, ils sont engagés. Ça, c'est la grosse différence de travailler aussi avec des organismes à but non lucratif. Pour nous, là, c'est des gens qui sont 100 fois plus engagés dans ce qu'ils font, qui veulent être dans le sujet, ils veulent travailler avec nous. Des fois, ils veulent écrire leurs choses. C'est pas tout le temps je recommande pas toujours de faire ça, mais de travailler avec nous pour développer leur contenu dans le cadre de stratégies vraiment intégrées, qui ont plusieurs canaux, qui visent des objectifs variés aussi dans le temps pour être en mesure, c'est ça, de développer leur portée. Puis, nous, on est là aussi pour conseiller. On dit souvent, vous êtes les experts de votre contenu. Ben oui. Nous, on connaît notre plateforme. Tout à fait. Donc, on se rencontre au milieu, puis on a tous les deux à cœur que ça fonctionne. Donc, on est là pour challenger, puis travailler ensemble, puis trouver ce juste milieu-là. Mais le point de Sarah est super bon. Il y a du contenu, du contenu extra là, de ce qu'on fait avec les clients, qui performe plus que des chroniques de chroniqueurs connus, là. Parce que quand il est bien fait, quand il est bien raconté, qu'il est bien amené, les lecteurs y embarquent. Ben oui, c'est clair. C'est ce qui nous motive aussi. On veut amener nos clients-là à connaître ces résultats-là, à connaître cet impact-là dans chacune des pièces qu'on fait. Donc, ouais. Le troisième élément. Exact. Là, on s'entend, j'aurais pu en parler pendant des heures, mais il a fallu que je me limite parce que je pense que je me serais fait remettre à l'ordre. Interviewer des experts. Donc, tout dépendant, oui, l'humain, c'est important, que ce soit, mettons, le bénéficiaire d'une organisation, que ce soit vos employés, vos bénévoles, mais si on a une fondation qui est experte dans sa sphère d'activité précise, pourquoi ne pas partager cette expertise-là? Tu sais, je disais tout à l'heure, le lecteur de la presse est curieux, veut apprendre des choses, donc mettez de l'avant vos experts, j'ai envie de dire, puis apprenez quelque chose aux lecteurs. Montrez c'est quoi votre autorité dans votre secteur. Ici, avec la Fondation Digestive, c'est une fondation qui vraiment sensibilise à l'importance du dépistage du cancer colorectal. Puis, on travaillait avec un médecin qui est vraiment expert et témoin à quel point d'être dépisté de façon précoce pour cette maladie-là, ça peut changer carrément une trajectoire de vie. Donc, on est allé interviewer ce médecin-là pour aller chercher ce point de vue-là très d'expert sur la situation. Puis un autre bonus, bonne pratique, comme vous le voyez, l'écran est quand même assez visuellement attrayant. On est vraiment, on a opté dans ce cas-ci pour l'illustration. Ça peut être quand même une bonne pratique à considérer des fois quand on n'a pas nécessairement le matériel photo qu'on veut, original. Oui, la photo stock, ça peut être utile de temps en temps, mais pour se démarquer, ça a ses limites. Puis le lecteur le sent parfois. Fait que l'illustration peut nous aider à rendre un sujet un peu plus qui peut avoir l'air un peu plus sec ou un peu plus sérieux, on peut le rendre plus accessible. Donc, c'est un bon exemple de ça ici qu'on peut voir. Oui, puis je tiens à préciser à tous ceux qui sont rejoints à nous ce midi que la plupart des mentions ici de clients de la presse sont pas des clients de l'agence. C'est des exemples qui ont bien fonctionné, j'imagine, pour ça que vous les avez choisis. Si on va un peu plus dans le détail pour voir des choses particulières que vous offrez aux OBNL, là, comment est-ce qu'on peut, comme organisation but non lucratif, fondation, association, se démarquer? Comment ça marche à la presse? Puis là, il y a un de nos clients, mais c'est une campagne très récente de la Fondation Jacques de Champlain qu'on va voir après ça. Mais explique-nous un peu, là, ou expliquez-nous les deux. Puis Oli, tu peux bonifier, là. En gros, c'est certain que pour réalistement s'adapter à la situation des OBNL, tout dépendant de leurs moyens, on a développé un produit pour rendre le contenu de marque un peu plus accessible. Donc ici, on est un peu à la mi-chemin entre un plein écran publicitaire puis une pièce de contenu comme on l'entend avec 700 mots. C'est un plein écran. Donc, c'est vraiment un écran de publicité, mais avec un peu plus de contenu qu'une publicité normale. Donc, c'est vraiment un bon juste milieu. On peut aller jusqu'à 250 mots. Ça nous donne assez d'espace pour en dire un peu plus.
pour aller raconter une histoire, que ce soit une nouvelle aussi, une nomination, un montant vraiment historique que vous auriez reçu, une nouveauté. Donc, on peut quand même aller, si on n'a pas nécessairement les moyens d'aller de prévoir un extra à proprement parler, on peut opter pour ce format-là. Ouais, c'est des gabarits qui ont été faits sur mesure, donc qui Oui. ont déjà été établis à l'avance, donc ça permet d'épargner justement des coûts pour les annonceurs. Puis on est capable de faire des choses qui sont superbes. Là. Puis on a mis quelques exemples. Là. Si on parle de la campagne de la Fondation Jacques de Champlain, ça a été une campagne qui a valu beaucoup de clics pour la Fondation. Dans la journée où le contenu a paru, c'était le 1er février, il y a eu plus que 10 000 clics qui ont mené vers le site, vers l'application DEA Québec pour télécharger, pour comprendre un peu plus ce que la Fondation fait pour assurer l'accessibilité à la défibrillation dans l'espace public. Parlez-moi un peu plus de cet exemple-là. Puis Ça, c'est une super bon exemple. Des façons de faire pour... Quand tantôt on parlait d'aller communiquer au lecteur, de la manière de faire, c'est vrai qu'il nous parle de ces bonnes pratiques. C'est ça qui est appliqué ici. Là. C'est on met le visage, on met l'information. Les lecteurs, ils vont embarquer. C'est eux les spécialistes de cette application-là. Puis il est curieux. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des lecteurs de nouvelles, c'est des lecteurs d'actualité. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est nouveau, je connais pas ça. Quand on parle tantôt, ils sont sensibles à la philanthropie. Ce côté-là, tu sais, quand on parle, c'est quoi être sensible à la philanthropie? C'est un lecteur sur 2 dans les 12 derniers mois qui a donné à une fondation. C'est énorme. c'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est pour ça que des exemples comme ça, mais ça fonctionne super bien. Fait que c'est le fun de les mettre de l'avant. Puis c'est le fun de savoir le chiffre magique, 10 000 clics. C'est exceptionnel. Tu sais, je veux dire, pour une énorme. organisation Ben oui, qui est énorme. vraiment en développement, là, Ouais. c'est presque autant qu'il y avait eu dans l'année avant, Ouais. là. Mais on est capable de faire un mix entre la portée puis Ouais. de faire un produit qui est un peu plus adapté comme ça, qui a moins tu sais, on n'est pas capable de faire le 750 mots, mais en même temps, si on faisait juste un plein écran de pub, on peut pas, les règles d'affaires nous permettent pas de faire ça. Non. Fait que c'est ça qui est le fun de faire un produit comme ça qui est uniquement pour les OBNL. Que ce soit un autre annonceur, on permet pas de faire ça. Donc, un OBNL a le droit d'accéder à cette façon de faire-là qui est super performante. Est-ce qu'on peut raconter une histoire vraiment de façon authentique, là, sans être dans du storytelling de façade? Mon Dieu. Et ça, c'est ce qui me passionne. Là. Ouais. Oui, totalement. Oui, puis souvent, puis on le dit beaucoup en contenu de marque, je me répète, j'ai l'impression, mais faut mettre de côté un peu ces réflexes promotionnels, puis aller vraiment raconter une histoire de façon super authentique. Donc, c'est de choisir ensemble la bonne histoire. C'est de travailler, de s'assurer de trouver le bon porte-parole aussi qui va nous livrer une histoire qui a assez de profondeur, surtout quand on est dans un extra à 700 mots. Donc, oui. Puis après, l'importance de la photo aussi, hein, parce que une expérience de contenu, c'est global. C'est pas juste le texte, c'est aussi ce qu'on voit. Donc, c'est vraiment la combinaison des deux qui travaillent ensemble. Absolument. Combinaison, c'est des choses qu'on parle régulièrement avec notre clientèle, que j'enseigne. Une tactique tout seul peut être une bonne idée, peut être une mauvaise idée. Tout est dans l'exécution. C'est quoi qui fait que les stratégies de contenu peuvent bien se compléter avec la presse puis tous les autres plateformes, là? Comment est-ce que vous voyez ça, le lien? Ben, en fait, ça tout dépend des objectifs. Nous, on s'adapte vraiment, puis le contenu, bon, comme je disais, d'entrée de jeu, va peut-être prendre une place un peu plus sur la notoriété, mais après, on peut aller compléter avec d'autres solutions si on a des objectifs d'appel à l'action plus précis. Là. Tout à fait. Un point qu'on utilise beaucoup présentement, c'est qu'on va faire un annonceur va utiliser du contenu. Donc, on va faire un contenu dans une section X sur un sujet, peu importe. Exemple, je suis dans le domaine... je dis les affaires... Minier. Minier, ou même, tu sais, j'ai une fondation dans le milieu de la culture. Fait que je m'en vais dans la section art, par exemple. Puis ensuite, quand on parlait tantôt d'audience, mais on est capable d'isoler. Fait qu'on fait une permanence avec du contenu que Sarah a fait. Puis après ça, la semaine d'après, ou même les jours suivants, ben on va aller dans une audience plus précise.
Quand tantôt, je donnais l'exemple de philanthropie, un exemple d'audience philanthropique, on voudrait s'adresser seulement aux femmes. Donc, on est capable d'aller dans un environnement un peu plus chirurgical, de faire une intervention plus petite, donc de combiner les deux. Puis on pourrait même aller plus loin. On fait un contenu, donc vraiment on explique notre fondation, ou notre rôle, ou avec les experts, on fait notre contenu, puis après, on fait une campagne de dons. Donc, on va chercher le don à ceux qui ont consommé notre article. Donc, moi, ça me prend 5 jours, générer la donnée des gens qui ont consulté le contenu de l'annonceur. Puis ensuite, ces gens-là, je vais les cibler dans l'écosystème avec une offre, peut-être pas une offre, mais une demande de don ou un peu plus publicitaire pour créer une action. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, de combiner l'aspect contenu puis l'aspect un peu plus publicitaire / performance. C'est vraiment intéressant, toutes les perspectives liées à la donnée qui est possible d'obtenir avec la presse. Auparavant, c'était juste les sondages qui nous permettaient d'obtenir ça, d'avoir un touch point avec nos différents publics cibles. Puis c'est tellement intéressant, Julie. On parle de cette donnée-là, de générer ce qu'on appelle aujourd'hui le segment annonceur. Donc, un annonceur peut annoncer à la presse, dans l'environnement, puis générer de la donnée sur les gens qui vont consulter ces publicités. Donc, on est capable d'aller jusqu'à 6 mois en arrière pour générer cette donnée-là, puis pouvoir lui pousser quelque chose ou de l'exclure tout simplement. De dire, moi, je sais que ce lecteur-là a consommé mon contenu, qui a donné, mais là, je voudrais passer à ceux qui l'ont pas lu ou ceux qui n'ont pas donné encore. Donc, de l'exclure de ce segment-là. Donc, c'est des choses, comme tu dis, avec la donnée, on est capable d'aller faire des choses là, qui sont super intéressantes. Donc, ça, c'est une offre supplémentaire que vous faites avec les... On a plein d'offres comme ça. Ah ouais, hein? Puis c'est un peu la stratégie de retargeting aussi. Oui. Exact. Il faut comprendre que quand on fait du ciblage, souvent les gens vont aller dans ce qu'on appelle les tiers parties. OK? À la presse, on fait pas affaire avec des données tiers, on fait affaire avec des données primaires, c'est-à-dire que les données nous appartiennent. C'est nos données à nous qui sont du lecteur. Donc, c'est des données qui sont vraiment, vraiment très intéressantes pour les annonceurs. Donc, oui, on peut cibler ces gens-là, sans problème. Puis là, j'entends des gens dire, est-ce qu'ils revendent les données des gens? Impossible. La presse, c'est un média qui a une éthique très, très puissante. Puis la valeur du média aujourd'hui, elle est basée sur cette crédibilité-là. Donc, il n'y a aucun moyen que ces données-là se retrouvent ailleurs. De toute façon, on est membre de plusieurs ces ententes globales, donc au pays, même à l'international. Donc, il n'y a pas ça n'arrive pas, non. Non, on ne va pas en acheter non plus. On prend les nôtres. On a assez de données vous en avez assez, pour je pense. générer les nôtres. Donc, non, exact. On est presque arrivé à la fin. Je vois pas de questions, puis pourtant on a eu une 50aine de participants qui étaient dans notre qui étaient partis aujourd'hui, le webinaire là. Gênez-vous pas hein, de mettre des questions ici. Je vais quand même continuer à enchaîner avec Olivier puis Sarah. Du contenu de qualité, là, ça se réfléchit, hein. On décide pas de décrire sur un coin de table. Ah, je vais faire une publicité, hein. C'est au niveau stratégique. Comment est-ce que vous abordez ça avec les clients? Ben, on s'adapte aussi, hein, parce que chaque client est dans un contexte différent. On travaille autant avec des multinationales et des grandes agences qu'avec des clients directs, des petites. Donc, on est vraiment expert de naviguer dans la réalité de chacun des clients. Mais par contre, une chose qui change pas, c'est qu'on prend le temps d'écouter le client sur ses objectifs d'affaires, ses objectifs de communication, les messages qu'il souhaite communiquer en priorité. On prend tout ça, on prend un pas de recul, puis on regarde, OK, c'est quoi l'angle de rédaction qui servirait le mieux, qui nous permettrait de faire le contenu le plus pertinent pour le lecteur, mais qui aiderait le client à rencontrer ses objectifs. Donc, on fait tout ça au début. Moi, mon rôle en tant que stratège de contenu, c'est d'accompagner chacun des clients à travers ça, d'émettre des recommandations. Puis après, on part en rédaction et c'est là que la magie commence. Je sais pas si vous avez des données là-dessus, là, mais combien de clients viennent vers vous directement puis ou passent avec
des agences comme nous, là, qui sont vraiment... nous, notre rôle, on se voit vraiment comme une extension des équipes de nos clients. C4 travaille avec une cinquantaine de clients du domaine OBNL. Ils font pas toute la publicité dans la presse. C'est sûr qu'il faut un certain budget. Je vois beaucoup de questions ici, là, maintenant que je l'ai demandé, sur les coûts, combien ça coûte, tout ça. Évidemment, c'est des forfaits personnalisés qu'on fait, mais il y a quand même des prix, bien que c'est pas le but du webinaire de parler de prix aujourd'hui, mais disons là, le format comme la Fondation Jacques de Champlain pour 250 mots. On dit ah c'est cher, faut juste mettre les choses en perspective. Quand on dit qu'on a 1,1 million d'appareils uniques à tous les jours, c'est énorme, là. C'est du monde. Fait que c'est relatif. T'as pas ça dans Facebook. Non. Mais en pub, on utilise la CPM, le coût par mille. C'est la notion de base pour tous les médias. Donc, à la presse, il n'est pas plus élevé que chez Radio-Can, que chez Québécois, que chez Bell, il n'est pas plus cher. C'est un CPM. C'est juste que moi, j'ai l'option d'aller générer 1 million d'impressions à tous les jours pour un annonceur. Donc, c'est sûr que si tu vas avoir ton écran puis rejoindre 100% du lecteur, oui, on peut parler d'un 15 000. Par contre, si tu vas aller cibler une audience philanthropique, familiale, parler aux femmes des 18-34, ben on peut le faire pour 5 000, 10 000. Tu sais, c'est pas cher, c'est relatif. Et puis 5 000, ça peut être très cher pour quelqu'un. Puis pour d'autres, 15 000, ça peut dire, OK, mais je vais t'en prendre 5 des contenus. Tu sais, mais faut dire que, comme Jacques de Champlain, là, en contenu, entre 10 et 20 000, là, on fait quelque chose d'exceptionnel. Là. Ouais. Tu sais, on est capable de faire beaucoup de vues. Puis, dans le marché, pour vous donner une ordre de grandeur, là, dans le marché du contenu, on parle de pages vues. Hein? Oui. Donc, une campagne qui va fonctionner, que ce soit avec Facebook, que ce soit avec Radio-Can, que ce soit avec nous, sur le numérique, OK? Donc, je parle du web, on va aller chercher entre 6 000 8 000 pages vues, qui est une belle campagne, là, 8 000 pages vues. Dans la presse plus, un annonceur qui décide de faire paraître son article dans Actualité va aller chercher au-dessus de 200 000 pages vues. C'est énorme. C'est ailleurs. Mais ça veut pas dire que ça va coûter... C'est juste pour donner une ordre de grandeur. On est capable, nous, d'aller chercher juste 10 000 vues si on veut. Là. On est capable de faire ça avec la machine. Fait qu'il y a un objectif à aller voir à qui qu'on veut parler. Est-ce qu'on veut parler à tout le monde, à moins de monde? Donc, c'est à peu près ça. Là. Moi, je dis entre 10 et 20 000, on fait une super job. Là. Autant du côté publicitaire qu'en contenu, ben nos équipes sont là aussi en amont pour préciser avec vous puis challenger ces objectifs-là. Nous, on est experts de notre plateforme, fait qu'on peut travailler ensemble puis trouver la bonne solution. En stratégie de contenu, c'est la même chose. On est prêt, puis on aime ça, d'échanger. Ah, ça pourrait être quoi? Si on faisait un contenu de marque, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait être le plus efficace? Donc, on est aussi... notre porte est ouverte en amont même. Oui, puis quand vous dites échanger avec vous, là, j'en vois plusieurs qui disent « moi, je comprends rien là-dedans ». Ben, c'est pour ça qu'il y a des agences qui existent, comme la nôtre, pour vous aider à trouver les meilleures stratégies, qui comprennent les meilleures tactiques pour que votre message soit véhiculé dans les bons canaux, au bon moment, pour avoir l'impact que vous voulez. Ça, là, je pense que je répète ça tous les jours. Le triangle du message, du canal, puis du timing. Si t'en as pas un des trois, ta communication sera pas efficace. Quand même bien que tu payes 15 000 $, si le ton est pas bon, c'est pas au bon moment, que c'est pas les bonnes images, que, tu sais, c'est un tout, là. Et puis, ça doit être réfléchi, puis c'est pas uniquement une campagne dans la presse. Il faut penser campagne intégrée. Quand je dis comme ça, moi, je vois nos calendriers, nos campagnes dans nos diagrammes de Gantt dans Excel, qui permettent de faire que une stratégie gagnante, c'est quand tu es partout sur les réseaux sociaux, que tu vas être présent dans l'univers numérique ailleurs que dans la presse avec du Google AdWords, du Google Ad Grant, que tu vas avoir ta campagne sur tes réseaux sociaux, puis que ton site web aussi match. Il y a rien de pire que quand on clique dans un contenu puis qu'on arrive dans un univers web numérique
puis que ça suit pas. Là, c'est du bounce automatique, les gens décrochent, ta campagne, elle marche pas, puis là, après ça, le client, il se dit, mais pourquoi ça marche pas? Mais ton site web! Pour vous donner une idée, nos lecteurs nous en parlent quand le contenu d'un lien ne correspond pas à ce qu'on avait promis, peut-être dans le contenu, exemple avec un call to action précis, un appel à l'action en français. Les gens n'hésitent pas des fois à nous écrire. Tu sais, il y a cette relation-là entre le lecteur de la presse qui, même si c'est du contenu qui est publicitaire, il y a comme un engagement aussi, puis les gens en veulent de ce contenu-là, l'apprécient, nous le demandent, le cherchent, et n'hésitent pas à nous dire quand on doit réaligner. Donc, l'importance du lien, de la redirection aussi, le lecteur, en tout cas, à la presse, je peux pas parler pour les autres médias, mais très sensible à ça. C'est vraiment un bon point que tu apportes. C'est vrai que quand on parle d'engagement d'un lecteur engagé, c'est assez unique au Québec. C'est ce que la presse est capable d'offrir pour un annonceur, d'avoir cet engagement-là. Puis, ça me rappelle une anecdote. Vous savez, à l'ouverture de la Presse Plus, on a une vidéo. Ouais. Okay? À l'ouverture. Donc, on a 2 spots de 15 secondes ou un de 30 secondes. Quand on a eu la mise à jour de iOS, il y a 2 ans à peu près, qui était une grosse mise à jour, il y a beaucoup de vidéos qui n'ont pas été lancées. C'était une des journées où on a le plus d'appels parce que les gens nous demandaient « Hey, où ma vidéo? » Parce que je le sais que c'est important pour vous. Les gens, ils sont embarqués. Ils savent la mission de la presse. Ils savent qu'on est un média gratuit, qu'on vit par la publicité. Donc, et les dons. Et les dons. Mais je veux dire, l'aspect publicitaire, c'est important parce que on parle de plein de médias tantôt, mais ce côté positif de la pub-là, qui est intangible, on ne peut pas monnayer ça, mais il est à prendre en considération. Un lecteur engagé, c'est un lecteur qui est hyper payant pour les annonceurs. C'est une petite anecdote que je voulais Puis cette vidéo-là, d'entrée sur la presse plus, est-ce que n'importe qui peut être présenté là-dedans? Dans le sens, y a-t-il des critères pour pouvoir... c'est des critères qui sont, tu sais, comme... Tu sais, Radio-Canada approuve les pubs, là. Nous, exemple, là, si on est... c'est sûr que tout ce qui est... paris sportif, outre-mer, tabac, il y a des trucs comme ça qu'on peut pas mettre, là. Mais c'est disponible à tous, là. Puis c'est un produit d'exception, là. On parle à tous les jours, on parle de 220 000 impressions tous les jours, taux de complétion 98%. Fait que c'est exceptionnel, là. Parce que la Presse Plus, c'est comme une émission de télévision, hein. On parle d'un engagement entre 30 et 40 minutes par jour. Puis la fin de semaine, ça va monter à 50 minutes. Parce que les gens, souvent, ils disent « Hey, y a-tu une meilleure journée? » Non, c'est très stable. On va ouvrir à 250 000 ouvertures à tous les jours, sauf que c'est l'engagement. Les gens ont plus de temps la fin de semaine, donc ils vont passer plus de temps la fin de semaine. Mais à l'inverse, il y a plus d'encombrement publicitaire aussi. Oui. Fait que mon temps d'engagement est plus élevé, c'est clair. mais mon temps par pub est plus bas aussi. Fait que il y a toute une notion de stratégie là Oui, la stratégie c'est important quand on planifie une campagne de choisir le bon jour en fonction des données que vous avez aussi. Puis ça c'est des choses que nous on explique régulièrement aux clients parce que c'est sûr là vous êtes déjà d'une organisation, vous avez déjà des états financiers à gérer, des redditions de comptes, gérer votre staff, voir les bénévoles, c'est pas donné à tout le monde de comprendre les données liées à ça. Puis nous, on aide beaucoup nos clients à comprendre ces données-là, à vulgariser. J'en avais une l'autre fois que je t'ai montré l'exemple, Olivier, d'une publicité faite. Je pense qu'elle avait peut-être pas bien ciblé son objectif avec le contenu qui était plus en fait du contenu qu'on lisait sur la plateforme et puis un peu moins de call to action pour faire une action, donc s'inscrire pour une porte ouverte. Puis elle était un peu déçue, mais tu sais, pourtant c'était une belle publicité intéressante. Elle se posait, elle disait oui, mais là le temps moyen passé sur ma publicité était plus élevé que la moyenne. Ouais, c'est ça. Ton call to action était peut-être moins fort, puis le type de contenu. Donc, tu sais, c'est des choses qu'il faut discuter, ça. Puis nous, on est vraiment là aussi pour
je dis conseiller là-dessus là dans mon équipe, Marc-Claude, Éric, Julien, ils connaissent les médias, ils en ont vu beaucoup, puis ils discutent régulièrement. Olivier, Marc-Claude, ils se connaissent depuis longtemps, sans parler de Laurent Morisset qui est le fondateur de C4. Donc tu sais, il y a un lien qu'on tisse aussi nous avec les différents conseillers publicitaires, les équipes de contenu, qui fait que quand un client arrive, il veut faire une campagne, on connaît un peu plus les petits trucs, on réussit à obtenir des choses qui, peut-être, vous pourriez pas obtenir tout seul, tu sais, en bouquant de la publicité comme ça. Donc, tu sais, c'est important le lien, autant nous avec nos clients que nous avec les différents médias qui sont là. C'est sûr, on parle pas des réseaux sociaux. Ça, c'est autre chose. On essaie de rester à jour régulièrement. Puis, tu sais, généralement, si on fait un petit résumé là de notre discussion aujourd'hui, parce qu'il nous reste 5 minutes, puis que beaucoup vont devoir aller faire d'autres choses à 13 heures, ce serait quoi le conseil que vous donneriez, tu sais, aux gens qui désiraient se lancer dans une campagne publicitaire de contenu de marque avec la presse? En termes de stratégie, je pense que l'élément que je répète le plus à chaque jour, c'est de se mettre dans les souliers des lecteurs, tu sais. Les personas, définir nos personas. Parce que, puis c'est ça qui est difficile, des fois, on est tellement le nez collé sur notre mission, dans notre quotidien, on a nos objectifs, c'est correct, mais au final, la clé, elle réside souvent dans une approche qui va résonner avec le commun des mortels, tu sais. Fait que je dirais ça, pour ma part en contenu. Oui, mais ça prend un objectif clair. Hein? On le voit souvent, là, des gens qui vont dire « Ah, ma pub est pas bonne, j'ai pas eu de taux de clic. » C'est parce que il y a eu de l'engagement au-dessus de la moyenne. C'est parce qu'un taux de clic, je peux avoir 100 clics, puis pas avoir d'engagement sur le site web du client. À l'inverse, je peux avoir 50 clics, donc la moitié moins, mais faire de l'engagement sur mon site ou même faire des ventes ou même des dons dans notre cas. De la vraie conversion. Donc, le taux de clic, il vaut ce qu'il vaut. Par contre, ce qu'il faut, c'est l'engagement. Donc, avec un objectif clair au départ, que ce soit en pub, que ce soit partout, on est capable de définir la stratégie. Qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant? Moi, c'est ça que Oui, parce que la notoriété, c'est pas comme un clic pour s'inscrire à un festival. Là, la notoriété, ça se bâtit, ça prend des années avant d'atteindre un niveau de notoriété, ce qui veut dire la crédibilité, la réputation d'une organisation. Puis ça, ben, c'est à force de répéter. Répéter dans la presse, répéter dans les réseaux sociaux, répéter dans votre infolette, répéter sur votre site web, communiquer avec vos donateurs, communiquer avec vos bénévoles, développer un réseau d'ambassadeurs. La publicité, c'est pas la panacée à tout en relations publiques, là. C'est un outil. C'est un outil dans la boîte à outils, comme tu disais, Sarah, tout à l'heure. Puis il faut que ça soit réfléchi, une stratégie. On décide pas de que je lance une campagne demain, là. Ça prend des semaines, des mois, parfois, pour tout mettre en place pour qu'une stratégie soit efficace. Ben, écoutez, il est 12h57. Merci beaucoup à Sarah, à Olivier d'avoir été ici aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont joints à nous, qui ont décidé d'accepter l'invitation de C4 pour le premier webinaire. Je vois ici des questions encore. Je vais vous répondre ensuite par courriel s'il y a des questions particulières. Puis, pour ce qui est des données ou des prix, les grilles tarifaires de la presse sont publiques, hein, c'est disponible. Ben, il faut parler avec un conseiller, donc on peut passer avec à travers nous, c'est ça. Mais pour voir les données démographiques, par contre, sur le site, toutes les données sont là pour que vous puissiez voir si ça correspond à vos différents publics cibles. Mais c'est sûr que de discuter avec nous, avec les gens de la presse, peut vous aider vraiment à mieux comprendre. Merci. À bientôt, puis on se revoit peut-être pour un autre webinaire qui aura lieu le 21 mai, un tout autre sujet, hein. Tous ceux qui sont ici, qui gèrent un OBNL, vous savez à quel point les émotions sont parfois vives, des bonnes, des moins bonnes. Donc, on va parler avec des experts dans un peu moins qu'un mois
pour discuter des émotions dans la gestion des OBNL. Là, ça sera pas un truc psychologique, là, mais avantages ou inconvénients, parce qu'on sait que les gens qui travaillent dans des OBNL, des fondations, des associations, c'est des gens de cœur. Donc, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? On va discuter de ça avec Maître Pierre-Paul Bourdage, qui est un avocat et un expert en gouvernance, ainsi que Nathalie Pouliot, qui a dirigé plusieurs organismes à but non lucratif et qui a une grande expérience aussi en communication. Donc, on espère que vous vous joindrez à nous. Merci encore d'avoir été là. Le webinaire va être en rediffusion. On va envoyer un lien à tous ceux qui ont participé. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre infolette sur le site. Merci. À bientôt.